Tout paraissait ordinaire au dîner, y compris l'attitude de ma fille. Aurora tenait son verre de vin, levé à hauteur du visage, alors que la lumière chaude de la pièce dansait sur le cristal. Elle arborait ce même sourire familier, celui qui ne touchait jamais ses yeux. Leonardo, mon gendre, était installé à côté d'elle, réajustant mécaniquement sa cravate, comme il le faisait à chaque fois qu'il se préparait à jouer un rôle. « Portons un toast », déclara Aurora, brisant les conversations tranquilles autour de nous. Le brouhaha du restaurant continuait pourtant, insensible à la tension qui montait à notre table. Mais moi, avec mes 7 décennies d'existence, je percevais les signaux invisibles. Elle leva son verre vers moi, et poursuivit, sa voix tentant d'imposer une grandeur qu'elle ne possédait pas, comme si elle luttait toujours pour exister aux yeux du monde. L'atmosphère se figea aussitôt. Leonardo émit un petit rire, nerveux, trop fort, comme pour masquer le malaise ambiant. Les serveurs poursuivaient leur balai, mais je sentais les regards alentour se poser discrètement sur nous. Mes mains, quant à elles, restaient posées bien à plat sur la nappe. Je ne fis pas le moindre geste vers la serviette, comme Aurora l'aurait cru. Ses mains, les mêmes qui l'avaient bercé enfant, qui s'étaient usées au travail pour lui offrir ses études, et qui avaient signé sans relâche les chèques de ses dépenses mensuelles, restèrent simplement là, inertes. Intéressant, soufflai-je, sans douleur, mais avec une froideur marquée. Je pris mon verre, le soulevai lentement, et fixai ma fille sans détour. Ce regard me révéla tout, son mépris soigneusement déguisé, le plaisir qu'elle éprouvait à m'humilier, et la conviction profonde que je n'oserais jamais répliquer. Un toast, vraiment ? Repris-je, calme et posé, en pensant à ce matin même où j'avais mis un terme définitif au compte bancaire qui finançait son mode de vie. Le même compte qui réglait son loyer, ses dettes et ses caprices. Le visage d'Aurora se figea. Son verre s'immobilisa à mi-parcours, suspendu devant ses lèvres. « Tu viens de dire quoi ?» demanda Leonardo, sa voix étranglée, son rire s'évanouissant. « Tu as parfaitement entendu, » répliquai-je en buvant une gorgée de vin, avec la désinvolture de quelqu'un qui évoque la pluie. À 9 heures ce matin, je me suis rendu à la banque. J'ai fermé le compte qui réglait ton appartement au centre-ville, mis fin à ta carte utilisée pour les restaurants UP, et annulé l'assurance de ta voiture. Le vacarme ambiant du restaurant semblait avoir diminué, ou peut-être étais-je simplement devenu sourde au reste. Aurora, elle, était devenue blême, le rouge de ses joues effacé par le choc. « Ce n'est pas vrai », articula-t-elle dans un souffle. Sans un mot, j'ai saisi mon téléphone dans mon sac, ouvert l'appli bancaire, et posé l'écran bien en évidence. Solde à 0. Compte clôturé. Je ne mens pas, Aurora. Je ne t'ai jamais menti. Mais toi, tu me mens depuis des années. Leonardo essaya de reconstituer la situation. D'Alba, je crois qu'il y a un malentendu. Dawn plaisantate. Tu sais comment elle est ? Elle plaisante ? Répétai-je, les yeux rivés sur ma fille. Tu trouves ça drôle de traiter de perdante la femme qui a payé ton appartement pendant 5 ans ? La femme qui a réglé tes dettes de carte de crédit chaque mois ? La femme qui t'a tout donné, tu n'as plus de sens ? Dawn retrouva enfin sa voix. Maman, tu exagères. C'était juste une blague. On sait tous que tu ne me connais pas. Quoi ? L'interrompis-je. Que je n'ai aucune dignité, que je n'ai aucune limite, que tu peux m'humilier publiquement et que je continuerai à te payer de ta vie. Les serveurs avaient remarqué la tension. Je vis le gérant du restaurant observer de loin, se demandant probablement s'il devait intervenir. « Tu ne peux pas faire ça », dit Aurora d'une voix plus forte. « Tu as des obligations. Je suis ta fille. Tu es ma fille, confirmai-je, mais pas ma propriétaire et certainement pas ma bénéficiaire automatique. » Je bus une autre gorgée de vin, savourant non seulement le liquide, mais l'instant présent. Pendant des années, j'avais imaginé ce moment. Pas exactement comme ça, pas dans un restaurant, mais ce sentiment de pouvoir retrouver. L'appartement que tu habites est à mon nom, continuai-je. Le prêt auto que tu as payé a été garanti par moi. Ta ligne de crédit privilégiée est garantie par mes biens. Et tout ça, Aurora, tout ça peut changer. Tu es folle, murmura Leonardo, mais sa voix avait perdu toute son assurance. Je ne suis pas fou, je suis fatigué. Fatigué d'être le distributeur automatique de billets d'une fille qui me méprise. Fatigué d'être le perdant, qui paie les factures des gens qui réussissent. Aurora se leva brusquement, sa chaise raclant le parquet. Tu ne peux pas me faire ça. J'y vais. Tu vas quoi ? Demandai-je, restant assis, calme. Tu vas me poursuivre en justice ? Tu vas dire à tout le monde que ta pauvre mère a arrêté de financer ta vie de luxe ? Le silence entre nous s'éternisa. J'observais Aurora analyser les implications, non seulement financières, mais aussi sociales. Son cercle d'amis, son statut, son style de vie, tout cela bâtit sur mon argent.
Ce n'est pas fini, dit-elle finalement, la voix tremblante de colère plus que de douleur. Je ne fis pas signe en terminant mon vin. Elle avait à peine commencé. Je l'appelai. Le serveur dit d'un geste doux, l'addition, s'il vous plaît, rien que pour moi. C'était une coïncidence, chaque mot, chaque geste, chaque révélation avait été soigneusement préparée. Car une femme de 70 ans qui a élevé des enfants, enterré un mari et construit sa vie de toutes pièces, c'est exactement quand il est temps de reprendre le pouvoir. Et mon heure était arrivée. En descendant la rue après avoir quitté le restaurant, mon esprit fit un voyage dans le temps, 30 ans en arrière, pour être exact. Je me connaissais depuis des décennies. Je comptais les sous pour acheter l'essentiel. Du riz, des haricots, un peu de viande pour la semaine, m'a-t-elle demandé. Sa voix était lourde de cette frustration adolescente que je croyais passer. Parce que nous ne sommes pas des familles normales, ai-je répondu alors, sans imaginer que ces mots deviendraient le fondement de décennies de ressentiment. Son père était mort quand elle avait 12 ans. Un accident de chantier, brutal, sans assurance vie, sans économie, rien qu'une maison hypothéquée et une maigre retraite. J'avais 40 ans et 2 emplois. Nettoyer des bureaux tôt le matin et vendre des assurances l'après-midi. Aurora n'a jamais compris. Pour elle, j'étais simplement la mère incapable de lui donner ce que les mères de ses amis lui donnaient, m'a-t-elle demandé un jour après que j'ai refusé d'aller à une réunion parents-professeurs parce que je n'avais pas de chaussures adaptées. La mère de Camilla était également veuve, mais elle avait eu plus de chance. Son mari lui avait laissé une petite entreprise qu'elle dirigeait avec succès. Camilla avait les céréales chères, les nouveaux sacs à dos chaque année, les anniversaires avec des clowns et de gros gâteaux. Parce que nous, on ne. Tout le monde a les mêmes chances, ma fille, disais-je, mais Aurora interprétait mes limites comme des échecs personnels. À 18 ans, elle est partie étudier dans la capitale. J'avais économisé pendant des années pour financer ses études supérieures. J'ai vendu les bijoux de ma mère. J'ai fait des heures supplémentaires, j'ai même contracté des prêts dont je savais qu'ils mettraient des années à être remboursés. Mais Aurora méritait une éducation, une meilleure opportunité que la mienne. Pendant ses premières années d'université, nos relations furent brèves et fonctionnelles. Elle avait besoin d'argent pour les livres, le logement étudiant, pour les urgences médicales qui survenaient toujours juste au moment où j'avais réussi à économiser. « Maman, j'ai besoin d'argent pour un projet », me disait-elle. Je trouverai un moyen de l'envoyer, même si cela impliquait de manger du riz et du sel pendant une semaine. Puis elle a rencontré Leonardo, fils d'une famille aisée, étudiant en commerce au projet grandiose et à l'attitude de quelqu'un qui n'a jamais eu à compter les sous. La première fois que je l'ai rencontré, lors d'une brève visite à la maison, il m'a regardé comme si j'étais un obstacle sur son chemin vers Aurora. « Alors, tu es la fille d'Aurora. »« Ma mère ?» dit-il, non pas pour me saluer, mais pour confirmer quelque chose qu'il savait déjà et détestait. Aurora obtint son diplôme et trouva un emploi dans une PME. Leonardo termina ses études et rejoignit l'entreprise familiale. Ils se marièrent lors d'une cérémonie modeste, non pas parce que je ne pouvais pas me permettre un grand mariage, mais parce que, selon Aurora, un mariage simple était plus élégant. Je savais que c'était un mensonge. Je savais qu'elle était gênée que sa belle famille voie le genre de célébration que sa mère pouvait se permettre. Lorsqu'ils s'installèrent définitivement dans la capitale, je pensais que les choses s'amélioreraient, que la distance nous aiderait à panser les blessures formées par des années de contraintes financières et d'espoirs déçus. Mais ce fut le contraire. Aurora commença à m'appeler uniquement lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. De l'argent pour la caution, pour les meubles, pour les urgences médicales de Leonardo, pour des vacances dont elle disait avoir besoin pour se ressourcer. Et je le lui donnais à chaque fois parce qu'elle était ma fille et parce qu'au fond de moi, je croyais que si je l'aidais suffisamment, elle finirait par me pardonner ma pauvreté. Les visites se firent plus rares. Lorsqu'elle venait, elle m'apportait Leonardo, et ils parlaient tous les deux de leur vie réussie, de leurs projets ambitieux, de leurs problèmes que, disait-il, je ne comprendrais pas. Je suis devenu spectateur de la vie de ma fille. « Comment va ton travail ?» me demandait-elle, mais pendant que je répondais, elle consultait son téléphone. « As-tu des projets pour le week-end ?» demandais-je. Et elle soupirait, comme si c'était un fardeau de devoir m'expliquer sa vie sociale. Mais ce qui me blessait le plus, c'étaient les remarques désinvoltes, les blagues sur mes vêtements, ma maison, mon style de vie, des commentaires qu'elle croyait anodins, mais qui me transperçaient le cœur comme des petits couteaux. « Maman, tu devrais rénover cette maison. On dirait qu'elle date des années 80, me disait-elle, oubliant qu'elle avait été hypothéquée pendant des années pour payer ses études. Tu fais toujours le ménage dans des bureaux ? Je pense qu'il est temps pour toi de prendre ta retraite, suggérait-elle, sans me demander combien d'argent je pourrais avoir. Leonardo dit que tu devrais investir dans quelque chose de plus moderne. Ces vieilles propriétés ne sont plus assez bien, a-t-elle commenté,
faisant référence aux petites maisons que j'avais achetées et restaurées, travaillant les week-ends pendant des décennies. Mais le point de rupture est arrivé 6 mois plus tard. Aurora m'a appelé en pleurs. Leonardo avait perdu son emploi. Ils avaient accumulé des dettes, et l'appartement qu'ils louaient était au-dessus de leurs moyens. « Maman, on a besoin de ton aide. » « Juste temporairement, » m'a-t-elle dit, et j'ai entendu dans sa voix non pas de la douleur, mais l'espoir que je résolve ces problèmes comme je l'avais toujours fait. J'ai donc commencé à payer leur appartement, leurs dettes de carte de crédit, leurs factures d'électricité, d'eau, de téléphone, leur assurance maladie, toute leur vie. Et pendant ces 6 mois, Aurora ne m'a pas appelé une seule fois, juste pour prendre de mes nouvelles. Chaque appel était une demande, chaque visite une transaction, jusqu'à ce qu'il y a 3 semaines, j'entende par hasard une conversation qui ne m'était pas destinée. C'était lors d'une de ces rares visites. Elle était dans la cuisine, au téléphone avec une amie, pendant que je préparais du café. Elle pensait que je ne l'entendais pas. « Camilla, tu ne sais pas à quel point c'est épuisant de gérer ma mère, » dit-elle d'une voix pleine de frustration, toujours avec ses drames, ses limites, ses remarques sur l'argent. Franchement, si elle ne payait pas nos factures, je ne sais pas si ça vaudrait la peine de rester en contact. Je restais immobile dans la cuisine, une tasse de café à la main, avec l'impression que 30 ans de sacrifice se réduisaient à une simple transaction financière. Non, ils ne comprennent rien à la vie moderne, poursuivit-elle. Elle vit dans le passé, avec cette mentalité de misère qu'elle n'a jamais réussi à surmonter. Leonardo dit que c'est typique de sa génération. J'ai fini de préparer le café machinalement, j'ai pris le plateau pour le remuer et j'ai fait comme si je n'avais rien entendu. Mais ce soir-là, seule chez moi, j'ai pris une décision. Si Aurora ne me voyait que comme une source d'argent, si ma valeur de mère se réduisait à ce que je pouvais financer, alors il était temps qu'ils comprennent tous les deux exactement ce que mon soutien signifiait. J'ai commencé à planifier, non pas avec colère, mais avec l'attitude froide et calculatrice de quelqu'un qui comprend enfin sa situation. 3 semaines plus tard, nous étions au restaurant, et Aurora m'a offert l'occasion idéale de mettre mon plan à exécution. Car après 30 ans à être la mère qui ne suffisait pas, j'étais prête à être la mère qui en faisait trop. 3 semaines avant ce dîner au restaurant, je rangeais des papiers sur mon bureau lorsque le téléphone a sonné. C'était le docteur Ricardo Mendes, mon avocat de confiance depuis 15 ans. « Dalba, j'ai besoin de vous parler. De toute urgence. Pouvez-vous venir à mon bureau demain ?» Sa voix avait ce sérieux qu'il n'utilisait que lorsque l'actualité était importante. Le docteur Ricardo n'était pas homme à faire des histoires, alors lorsqu'il m'a appelé en urgence, j'ai su que quelque chose de grave se tramait. Je suis arrivée à son bureau le lendemain, vêtue de mon plus beau costume. Le docteur Ricardo m'a accueillie avec une expression inquiète, ses lunettes sur l'arête du nez, comme il le faisait toujours lorsqu'il devait annoncer une nouvelle nouvelle. « Assieds-toi, Dalba. Je dois te montrer quelque chose. » Il étala plusieurs papiers sur son bureau. Des documents juridiques, des relevés bancaires, des formulaires que je ne reconnaissais pas. Dawn est venu me voir la semaine dernière. Commença-t-il, et je sentis l'atmosphère se durcir dans la pièce. Elle voulait des informations sur ses biens, ses comptes bancaires, ses investissements. Des informations sur quoi ? Demandai-je, même si une partie de moi savait déjà où cette conversation allait mener. Elle voulait en savoir plus sur son testament, sur l'héritage, sur la façon de transférer les biens avant le moment. Le docteur Ricardo avait été l'avocat de mon mari, puis le mien. Il avait rédigé mon testament des années auparavant, lors du mariage d'Aurora. Un testament simple, tout pour ma fille, parce que c'était ce qu'une mère était censée faire. Quel genre d'informations ? Insistai-je, même si j'avais déjà la boule au ventre. Elle voulait savoir s'il y avait un moyen d'accélérer le processus, s'il était possible de signer les papiers pour transférer les biens maintenant, tant qu'on est en bonne santé. Le docteur Ricardo me montra un dossier qu'Aurora avait laissé. À l'intérieur se trouvaient des documents qu'elle avait consultés elle-même. Comment transférer des biens entre membres d'une même famille, comment éviter les droits de succession, comment obtenir un pouvoir légal sur les finances d'une personne âgée. Pouvoir légal ? Répétai-je, le sang glacé. Oui, Dalba. Elle m'a posé cette question précise. Elle m'a dit qu'elle s'inquiétait de tes capacités mentales, que tu te perdais parfois avec l'argent, que tu oubliais de payer tes factures. C'était un mensonge. Je gérais mes finances mieux que la plupart des gens 2 fois plus jeunes que moi. Je tenais des comptes détaillés, je payais toutes mes factures à temps et mes investissements avaient progressé régulièrement pendant des années. Que lui as-tu dit ? Ai-je demandé d'une voix à peine murmurée. Je lui ai dit que j'aurais besoin d'un certificat médical attestant de toute incapacité mentale, que je ne pouvais pas traiter ce genre de demande sans expertise professionnelle et son consentement explicite. Le docteur Ricardo m'a regardé droit dans les yeux. Dalba, j'ai une question importante à te poser. As-tu montré des signes de confusion mentale ?
As-tu eu des problèmes de mémoire? Qu'en penses-tu? Ai-je répondu. Il a hoché la tête lentement. Je pense que tu as l'esprit plus clair que beaucoup de jeunes que je connais, c'est pour ça que je te dis ça. Il m'a tendu une copie de tous les documents qu'Aurora avait laissés. Elle a dit qu'elle reviendrait cette semaine avec Leonardo. Je voulais que tu prépares quelques documents préliminaires pour que je les examine. J'ai quitté le cabinet du docteur Ricardo avec l'impression de vivre un rêve. Mais ce n'en était pas un. C'était la dure réalité de découvrir que votre fille ne vous voit pas comme une personne, mais comme un obstacle entre elle et l'argent. Les jours suivants, j'ai commencé à remarquer des choses que j'avais ignorées auparavant. Les petites remarques d'Aurora lors de ses dernières visites ont pris un sens nouveau. Maman, cette maison est trop grande pour vous seule. N'aviez-vous pas pensé à quelque chose de plus petit? Ce n'était pas par souci de mon bien-être, mais pour évaluer vos biens. Gérez-vous encore vos comptes en banque vous-même? À votre âge, cela doit être stressant. Ce n'était pas de l'attention filiale, c'était une enquête. Leonardo dit que vous devriez avoir quelqu'un pour vous aider dans les décisions financières importantes. Ce n'était pas une suggestion amicale, c'était un travail préparatoire. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est l'examen des relevés téléphoniques des derniers mois. Chaque fois qu'Aurora m'appelait, c'était parce qu'elle avait besoin d'argent. Chaque visite coïncidait avec une nouvelle crise financière. Chaque « je t'aime, maman » était suivi d'une demande de virement bancaire. Une semaine plus tard, j'ai décidé de mener ma propre enquête. J'ai engagé un détective privé, un homme discret recommandé par le docteur Ricardo. Je voulais savoir exactement comment Aurora et Leonardo dépensaient l'argent que je leur envoyais chaque mois. Les résultats sont arrivés 5 jours plus tard. Photographies, reçus, notes de frais. Aurora et Leonardo n'étaient pas en difficulté financière. Ils vivaient au-dessus de leurs moyens, car ils savaient que je couvrirais la différence. Dîner dans des restaurants chics 3 fois par semaine, vêtements de marque, escapades le week-end dans des hôtels de luxe, adhésion à des clubs exclusifs. Un style de vie entièrement financé par mon argent, tandis qu'ils économisaient leur salaire pour leurs dépenses personnelles. Mais la photo qui m'a brisé le cœur est celle que l'inspecteur a prise lors d'un de leurs dîners élégants. Aurora et Leonardo étaient avec un autre couple, riant, trinquant avec un vin de luxe. L'inspecteur a réussi à enregistrer une partie de la conversation. « Vous ne savez pas comme il est facile de manipuler ma mère » a dit Aurora, la voix claire sur l'enregistrement. Je lui dis qu'on a des ennuis, je pleure un peu, et le lendemain, il y a un virement bancaire. Elle ne se doute de rien? Demanda mon ami. Elle se doute de quoi? Elle veut tellement se sentir utile qu'elle ne pose pas de questions. D'ailleurs, techniquement, c'est son boulot de s'occuper de moi. Non, les mères font ça, avait ajouté Leonardo. Et le moment venu, tout sera à nous de toute façon. C'est comme une avance sur héritage. J'ai écouté cet enregistrement 3 fois, assise dans mon salon, dans un silence absolu. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, j'ai juste senti quelque chose en moi se durcir à jamais. Ce soir-là, j'ai sorti mon testament du tiroir où je le gardais. Je l'ai lu mot pour mot, me souvenant du jour où je l'avais signé. J'avais été si fière de pouvoir léguer quelque chose à Aurora, de pouvoir assurer son avenir même après ma mort. Mais maintenant, je comprenais qu'Aurora n'attendait pas ma mort. Elle essayait d'accélérer le processus pour reprendre le contrôle de mon argent de mon vivant. Le lendemain, je suis retournée au cabinet du docteur Ricardo. Je veux modifier mon testament, ai-je dit sans détour. Êtes-vous sûr, d'Alba? C'est une décision importante. Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit de ma vie. Nous avons passé les 2 heures suivantes à rédiger un nouveau testament. Cette fois, Aurora recevrait exactement ce qu'elle avait démontré que je valais à ses yeux. Rien. Mais ce n'était pas suffisant. Je voulais qu'Aurora comprenne non seulement les conséquences financières de me traiter comme une source de revenus, mais aussi les conséquences émotionnelles. Docteur Ricardo, j'ai besoin que vous prépariez d'autres documents également. Quells types de documents? Je veux annuler tous les prélèvements automatiques que j'effectue au nom d'Aurora. Je veux clôturer les comptes que j'utilise pour ses dépenses. Je veux révoquer tout accès qu'elle a à mes finances. Quand voulez-vous que cela prenne effet? Bientôt. Très bientôt. J'ai quitté le cabinet du docteur Ricardo avec une nouvelle clarté. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était une question de respect. Il s'agissait de reconnaître que j'étais une personne digne, pas un distributeur automatique de billets avec des sentiments. Mais avant de mettre mon plan à exécution, je voulais une dernière confirmation. Je voulais la certitude absolue qu'Aurora ne me voyait que comme une source d'argent. Je l'ai donc invitée à dîner dans un restaurant élégant dont je savais qu'elle apprécierait. Je lui ai dit que j'avais quelque chose d'important à lui dire, à elle et à Leonardo. Je pensais que peut-être seulement,
en me voyant dans un environnement qu'elle respecte, elle me traiterait avec la dignité qu'une mère mérite. Au lieu de cela, elle m'a infligé l'humiliation publique dont j'avais besoin pour confirmer que ma décision était la bonne. Et en marchant dans la rue ce soir-là, après avoir quitté le restaurant, j'ai su qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le fossé entre Aurora et moi n'était pas seulement financier, il était moral, et il était temps pour nous deux d'en comprendre les conséquences. Le lendemain matin, au dîner au restaurant, je me suis réveillée à 5 heures du matin, non pas d'insomnie ou d'anxiété, mais avec la plus grande lucidité mentale que j'ai connue depuis des années. C'était comme si, pendant des décennies, j'avais vu le monde à travers une fenêtre trouble, et que quelqu'un avait enfin tout effacé. J'ai préparé du café et me suis assis à la table de la cuisine avec tous les documents que j'avais rassemblés. Les dossiers étaient classés chronologiquement, 30 ans de sacrifices documentés, 6 mois de factures payées au nom d'Aurora et 3 semaines de preuves de ses véritables intentions. Mon téléphone avait sonné 17 fois depuis la veille. Aurora, Leonardo, des numéros inconnus qui étaient probablement eux qui appelaient d'autres téléphones. Je n'ai répondu à aucun. Pour la première fois depuis des décennies, mon emploi du temps a pris le pas sur les crises de ma fille. À 21 heures précises, j'ai appelé le docteur Ricardo. « Avez-vous vu les nouvelles ?» C'est la première chose qu'il m'a demandé. « Quelles nouvelles ?» Aurora était là hier soir. Elle est arrivée sans rendez-vous, de mauvaise humeur, exigeant que je la voie immédiatement. Elle voulait savoir s'il y avait un moyen de réparer ce que vous aviez fait hier. Je me suis adossée à ma chaise, un sourire se dessinant lentement sur mes lèvres. « Et que lui as-tu dit ?» Je lui ai dit que je ne pouvais pas discuter de tes questions financières avec elle sans son autorisation explicite. Elle était furieuse. Elle a dit que tu allais lui gâcher la vie, que tu étais une mère dénaturée, que c'était de la maltraitance envers des enfants adultes. De la maltraitance? Ai-je répété, un rire amer me montant à la poitrine. C'étaient ses mots exacts. Elle a également dit qu'elle allait consulter un avocat pour abandon familial. Leonardo était avec elle, menaçant de révéler publiquement son comportement irresponsable. « Parfait, ai-je murmuré. Docteur Ricardo, j'ai besoin que vous accélériez le traitement de tous les documents dont nous avons discuté, et j'ai besoin que vous ajoutiez autre chose. » Quoi? Je veux documenter légalement chaque centime que j'ai dépensé pour Aurora au cours des 6 derniers mois. Chaque virement, chaque facture payée, chaque dépense prise en charge. Je veux qu'il soit officiellement enregistré qu'il s'agissait d'une aide volontaire, et non d'une obligation légale. Pourquoi veux-tu cela? Parce que lorsqu'Aurora essaie de me dépeindre comme la mère cruelle qui a abandonné sa fille, je veux la preuve exacte de qui a abandonné qui. Le docteur Ricardo est resté silencieux un instant. Dalba, êtes-vous sûr de vouloir aller aussi loin? Une fois que vous aurez rendu cela public, il sera impossible de réparer la relation. Elle s'est rompue il y a des années, docteur Ricardo. Je ne m'en étais tout simplement pas rendu compte. Après avoir raccroché avec le docteur Ricardo, j'ai entamé la deuxième phase de mon plan. J'ai appelé la banque où je détenais mes principaux comptes et pris rendez-vous avec la directrice, Maria, qui me connaissait depuis des années. Propriétaire d'Alba, comment puis-je vous aider? Maria, je dois examiner toutes les transactions bancaires des 6 derniers mois, concernant les paiements automatiques et les virements à des tiers. Maria a imprimé un rapport détaillé. Les chiffres étaient encore plus impressionnants lorsque je les ai vus organisés sur papier. En 6 mois, j'avais transféré à Aurora l'équivalent du salaire annuel moyen d'une personne. Y a-t-il un problème avec ces transactions? A demandé Maria. Pas de problème. Je dois juste prouver qu'elles étaient toutes volontaires et que je souhaite les annuler avec effet immédiat. Toutes. Donna Maria a traité les annulations une par une. L'appartement d'Aurora, son assurance maladie, sa carte de crédit garantie par mon compte, son assurance auto, et même la salle de sport exclusive qu'elle fréquentait. Tout annulé. En êtes-vous sûr, Donna Dalba? Certaines de ces annulations pourraient avoir des conséquences immédiates pour les bénéficiaires. J'y compte, ai-je répondu. Mon prochain arrêt était le bureau du détective privé que j'avais engagé. Augusto Silva était un homme discret d'une 50aine d'années, ancien policier spécialisé dans les enquêtes familiales. Que vous faut-il d'autre, Donna Dalba? Je veux que vous documentiez précisément la réaction d'Aurora et Leonardo lorsqu'ils découvriront que l'argent a disparu. Je veux des photos, des enregistrements et, si possible, des preuves de leur véritable identité. En êtes-vous sûr? Parfois, il vaut mieux ne pas tout savoir, Augusto. Après 70 ans de vie, je préfère la douloureuse vérité, l'ignorance réconfortante. Je lui ai remis une liste des endroits où Aurora et Leonardo fréquentaient les restaurants, les clubs et les magasins. Je lui ai également donné leurs horaires de travail. Je veux que vous le suiviez pendant les 2 prochaines semaines.
Je veux voir comment ils réagissent quand leurs cartes de crédit sont refusées, quand ils ne peuvent pas payer leurs factures habituelles, quand ils doivent faire face aux conséquences de leurs dépenses. Cet après-midi-là, alors que je rangeais des documents à la maison, Donna Lucia, mon ancienne voisine, est arrivée. Elle avait entendu des rumeurs dans le quartier sur ce qui s'était passé au restaurant. D'Alba, est-ce vrai? Ça dépend de ce qu'ils disent. Que vous avez coupé tout soutien financier à Aurora, qu'il y a eu une scène terrible en public. Je lui ai servi du café et lui en ai offert une tasse. Donna Lucia, que feriez-vous si votre fille vous traitait publiquement d'incapable? Donna Lucia s'est assise lourdement sur mon canapé. D'Alba, les filles disent parfois des choses horribles. Ça fait partie de la croissance. Aurora a 45 ans, Donna Lucia. Elle a grandi, mais c'est ta fille, et je suis sa mère, mais ça ne veut pas dire que je dois financer son manque de respect envers moi. Donna Lucia me regarda avec cette expression que j'avais vue tant de fois au fil des ans. L'expression de quelqu'un qui pense que les mères devraient endurer tout ce que leurs enfants leur font, car c'est ça l'amour maternel. Tu ne trouves pas que tu es trop dur, D'Alba? Pendant 6 mois, j'ai payé tous les frais de la vie d'Aurora. Son appartement, sa nourriture, ses loisirs, ses dettes. Durant ces 6 mois, sais-tu combien de fois elle m'a appelé juste pour prendre de mes nouvelles? Combien? 0. Pas une seule. J'ai vu Donna Lucia assimiler cette information, mais peut-être était-elle occupée. Elle était occupée à dépenser mon argent et à planifier un contrôle illégal sur mes biens. J'ai raconté à Donna Lucia la visite d'Aurora chez l'avocat, les documents juridiques, les enregistrements de l'inspecteur. Donna Lucia écoutait en silence, son expression passant peu à peu de la désapprobation à la compréhension. Je ne savais pas que les choses en étaient arrivées là, a-t-elle fini par murmurer. Personne n'en avait idée, car Aurora excelle à jouer les filles inquiètes face à des témoins. Ce soir-là, seule chez moi, j'ai pris une décision qui, j'en étais certaine, allait tout changer. J'ai pris un enregistreur que j'avais acheté l'après-midi même et j'ai commencé à enregistrer ma propre version des faits. Je m'appelle D'Alba Flor, j'ai 70 ans et je souhaite que ma déclaration sur les événements des derniers mois soit enregistrée. J'ai parlé pendant 2 heures. J'ai tout documenté, chaque humiliation, chaque manipulation émotionnelle. J'ai décrit les menaces de justice d'Aurora, ses tentatives de contrôle sur mes finances et la réalité du traitement que j'avais subi pendant des décennies. Je ne fais pas ça par vengeance, ai-je dit à la fin de l'enregistrement. Je fais ça par dignité, car une femme de 70 ans qui a travaillé toute sa vie pour créer quelque chose de précieux mérite le respect de ceux qui devraient l'aimer le plus. Le lendemain, j'ai commencé à recevoir des appels de numéros inconnus, des SMS affolés et des courriels d'Aurora avec des objets comme « urgence familiale » et « j'ai besoin de vous parler d'urgence ». Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Je me suis concentrée sur la documentation. Chaque appel manqué était une preuve de harcèlement. Chaque SMS était gardé secret, comme preuve de manipulation émotionnelle, car j'avais appris une leçon fondamentale durant ces journées. Lorsqu'on cesse d'être utile à ceux qui nous exploitaient, leur véritable nature se révèle très vite. Et la véritable nature d'Aurora était quelque chose que le monde devait voir. Mais d'abord, je devais m'assurer qu'au moment de la confrontation finale, j'aurais toutes les preuves nécessaires pour montrer précisément qui était la véritable victime de cette histoire. Réveiller la femme silencieuse ne consistait pas seulement à retrouver ma voix. Il s'agissait de m'assurer que lorsque je parlerais enfin, personne ne pourrait ignorer ou déformer mes paroles. Cela exigeait une préparation méticuleuse, une patience stratégique et le sang-froid de quelqu'un qui avait appris qu'un amour non partagé peut se transformer en la forme la plus pure du respect de soi. Une semaine après avoir résilié tous mes comptes, mon téléphone a sonné à 6 heures du matin. C'était Aurora, et pour la première fois depuis des mois, j'ai répondu. Maman. Sa voix était différente, brisée, désespérée. Bonjour, Aurora. Maman, il faut qu'on se parle d'urgence. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas tout couper sans explication. Sans explication? Ai-je répété, ressentant ce calme glacial qui était devenu mon nouvel état naturel. Je te l'ai expliqué très clairement au restaurant. J'étais bouleversée. J'avais bu. Je n'étais pas sérieuse. Qu'est-ce qui n'était pas sérieux? Le moment où tu m'as traité d'échec? Le moment où tu as dit que j'étais perdue? Ou le moment où tu as dit que j'essayais d'être importante? Silence à l'autre bout du fil. Maman, s'il te plaît, Leonardo a perdu son appartement. On a été expulsés hier. Nous n'avons nulle part où vivre. Et que veux-tu que je fasse? Tu es ma mère. Tu devrais m'aider. Je suis ta mère, ai-je confirmé. Mais je ne suis pas ta femme de ménage, et encore moins ton distributeur de billets personnels. Mais nous n'avons pas d'argent, nous n'avons nulle part où aller. Aurora, toi et Leonardo êtes des adultes professionnels, avec un emploi, des diplômes universitaires et des décennies d'expérience professionnelle.
Si vous ne pouvez pas résoudre vos problèmes financiers sans l'aide d'une femme de 70 ans, alors le problème ne vient peut-être pas de moi. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. J'ai immédiatement appelé Augusto, l'inspecteur. Avez-vous les photos dont j'avais besoin? Oui, Madame Dalba, j'ai tout. Vous voulez les voir? Viens chez moi cet après-midi et apporte tout. Augusto arriva à 16 heures avec un épais dossier. Les photos racontaient une histoire encore pire que ce que j'avais imaginé. Aurora et Leonardo avaient passé la semaine précédente non pas à chercher du travail ni à réduire leurs dépenses, mais à rendre visite à la famille de Leonardo pour tenter d'obtenir des prêts temporaires. Les photos les montraient chez les parents de Leonardo, manifestement en train de mendier de l'argent. Avez-vous enregistré l'enregistrement de ces conversations? J'ai posé quelques questions. Leonardo a dit à son père que la dame avait perdu la raison et qu'ils avaient besoin d'une intervention juridique pour protéger les finances de la famille. Il m'a montré des transcriptions de conversations enregistrées. Leonardo avait donné une version complètement déformée des événements, me dépeignant comme une femme sénile ayant pris des décisions irrationnelles. J'ai ça aussi, a dit Augusto en me tendant un autre jeu de documents. Aurora a consulté 3 cabinets d'avocats différents. Cette semaine, elle étudie les options juridiques pour la forcer à reprendre son soutien financier. Pour quel motif? Abandon familial, négligence envers les enfants adultes. Elle a même évoqué la possibilité de déclarer une incapacité mentale. C'était exactement ce à quoi je m'attendais. Aurora ne cherchait pas à réparer notre relation. Elle cherchait des moyens de me contraindre légalement à continuer de financer sa vie. Augusto, j'ai besoin que tu fasses autre chose pour moi. Quoi? Je veux que tu organises un événement, une réunion de famille. Quel genre de réunion? Je veux réunir toutes les personnes concernées par cette situation. Aurora, Leonardo, les parents de Leonardo, Donna Lucia, le docteur Ricardo et toute autre personne. Elle a été entraînée dans ce drame. Pourquoi faire? Pour que tout le monde puisse entendre la vérité entière, sans distorsion. Augusto m'a regardé avec curiosité. Tu es sûr de vouloir faire ça? Ça pourrait être très conflictuel. Augusto, j'ai passé 70 ans à éviter les confrontations. Il est temps d'en avoir une. Nous avons passé l'heure suivante à planifier les détails. La réunion aurait lieu chez moi dans 3 jours. Augusto serait chargé de s'assurer que tous les invités soient présents, en invoquant des excuses différentes pour chacun. Et si Aurora refuse de venir? Elle ne refusera pas. Tu lui diras que je suis enfin prêt à discuter d'une solution financière, que j'ai réfléchi à mes actions et que je veux arranger les choses. Est-ce vrai? C'est vrai que je veux arranger les choses, mais ma définition du bien est différente de la sienne. J'ai passé les 2 jours suivants à préparer méticuleusement chaque détail de l'événement. J'ai classé tous les documents par ordre chronologique. J'ai préparé des copies de relevés bancaires, d'enregistrements, de photos et de transcriptions pour chaque personne présente. J'ai également contacté Donna Emilia, une notaire que je connaissais depuis des années, pour qu'elle soit présente comme témoin officiel de tout ce qui a été dit et décidé pendant la réunion. La veille de l'événement, j'ai revu tous les documents. Il ne s'agissait pas seulement de preuves, mais de la documentation complète de 30 ans d'une relation profondément déséquilibrée. Mais le plus important que j'ai préparé était mon discours final. Je l'ai écrit et répété jusqu'à pouvoir le prononcer sans consulter mes notes, sans hésitation et sans larmes. Le jour de la réunion, je me suis levée à 5 heures du matin, j'ai pris une douche, j'ai enfilé mon plus beau tailleur bleu marine et je me suis maquillée avec soin. Je voulais ressembler à ce que j'étais, une femme de 70 ans qui avait pris sa vie en main. Augusto est arrivé tôt pour installer le matériel d'enregistrement. Êtes-vous sûr de vouloir tout enregistrer? Je veux que chaque mot soit enregistré. Une fois ce sera fini, je ne veux pas que quiconque puisse changer l'histoire de ce qui s'est passé ici. Les premiers à arriver furent le docteur Ricardo et Donna Emilia. Puis Donna Lucia est arrivée, nerveuse mais curieuse. Les parents de Leonardo sont arrivés ponctuellement, visiblement perplexes quant à la raison de leur invitation. Aurora et Leonardo arrivèrent les derniers. J'ai immédiatement compris qu'ils avaient traversé une période difficile. Aurora parasite fatigue. Ses vêtements étaient moins élégants que d'habitude. Leonardo semblait tendu, évitant mon regard. « Maman » dit Aurora en s'approchant comme pour me serrer dans ses bras. « Je savais que tu comprendrais. »« Asseyez-vous » dis-je sans me serrer dans mes bras. « Tout le monde, asseyez-vous, s'il vous plaît. » Une fois tout le monde installé dans mon bureau, je me suis placée devant eux. J'avais une petite table à côté de moi avec tous les dossiers rangés. Je vous ai réunis ici car ces dernières semaines, de nombreuses versions de la même histoire ont circulé. Certains d'entre vous ont entendu dire que j'étais une mère cruelle qui avait abandonné sa fille. D'autres,
Une femme sénile incapable de prendre des décisions rationnelles. Aurora commença à parler, mais je levai la main. Aujourd'hui, vous entendrez toute la vérité, et quand j'aurai terminé, chacun de vous pourra décider par lui-même qui est la véritable victime dans cette situation. Je pris le premier dossier. Voici la documentation de chaque centime que j'ai dépensé pour Aurora ces 6 derniers mois. Il comprend également des enregistrements de conversations où elle et Leonardo discutent ouvertement de la façon de me manipuler pour de l'argent. J'ai vu Aurora pâlir. Ce deuxième dossier contient des preuves des tentatives d'Aurora pour obtenir un pouvoir légal sur mes finances, notamment sa visite chez mon avocat, où elle a spécifiquement posé des questions sur les procédures d'incapacité mentale. Leonardo s'est agité, mal à l'aise. Et ce troisième dossier, ai-je dit en soulevant le plus épais, contient 30 ans de documentation sur les sacrifices financiers, les humiliations émotionnelles et la manipulation systématique. Le silence régnait dans la pièce. Maintenant, vous allez entendre exactement ce qu'Aurora pense vraiment de moi. J'ai fait écouter l'enregistrement qu'Augusto avait obtenu au restaurant, où Aurora expliquait combien il était facile de me manipuler pour de l'argent. À la fin de l'enregistrement, j'ai regardé Aurora droit dans les yeux. Avez-vous quelque chose à dire à ce sujet ? Mais avant qu'elle puisse répondre, j'ai lu dans ses yeux une lueur qui m'a confirmé que mon plan avait parfaitement fonctionné. La terreur. Une terreur absolue, à l'idée que son image publique, soigneusement construite, soit sur le point de s'effondrer. Et à cet instant, j'ai su que la véritable confrontation ne faisait que commencer. Le silence qui suivit l'enregistrement fut assourdissant. L'aube était devenue pâle comme un linge. Leonardo fixait le sol, et ses parents échangèrent des regards choqués. Donna Lucia resta bouche bée, réalisant clairement que la fille qu'elle connaissait depuis l'enfance puisse parler si bien de sa propre mère. C'était sorti de son contexte, murmura Aurora d'une voix à peine audible. Sorti de son contexte, répétai-je d'un ton calme. Augusto, pourriez-vous diffuser l'enregistrement complet pour que tout le monde puisse entendre le contexte complet? Augusto hocha la tête et passa la version longue. 10 minutes d'Aurora et Leonardo me dédaignaient, riant de ma naïveté, complotant pour obtenir plus d'argent et discutant de leurs plans pour prendre le contrôle de mes propriétés. À la fin, le père de Leonardo prit la parole pour la première fois. « Leonardo, c'est vrai. » Leonardo leva enfin les yeux. « Père, ce n'est pas ce qu'il paraît. Dalba nous fait du chantage émotionnel. Vous nous punissez pour une blague innocente. » « Une blague innocente ?» intervint le docteur. Sa voix était lourde d'incrédulité professionnelle. « Leonardo, tu dois comprendre que j'ai des enregistrements d'Aurora dans mon bureau, posant des questions sur les procédures d'incapacité mentale pour prendre le contrôle des finances de sa mère. » La mère de Leonardo s'adressa directement à Aurora. « Est-il vrai que tu as consulté un avocat pour faire déclarer ta mère inapte ?» Aurora retrouva enfin sa voix, et avec elle, sa véritable personnalité apparut pleinement. « Oui, c'est vrai, » cria-t-elle en se levant, parce qu'elle agit de manière irrationnelle. Une mère normale ne fait pas ça à sa fille. Une mère normale ne coupe pas toute pension alimentaire sans prévenir. Sans prévenir ? Demandai-je, la voix s'élevant pour la première fois de la soirée. Aurora, je t'ai prévenue pendant 30 ans. Je t'ai prévenue chaque fois que tu m'as humiliée en silence. Je t'ai prévenue chaque fois que je payais tes factures pendant que tu me rabaissais. Je t'ai prévenue chaque fois que j'acceptais tes insultes, car je pensais que c'était le propre des mères aimantes. Mais nous sommes ta famille. S'écria Leonardo, se joignant au désespoir d'Aurora. Vous avez des obligations, docteur Dalba. Laissez-moi clarifier une chose. Légalement, dans ce pays, les parents n'ont aucune obligation de soutenir financièrement des enfants adultes en bonne santé et qui travaillent. Dalba fournit un soutien bénévole, qui peut cesser à tout moment. Mais nous sommes sans abri. S'écria Aurora, les larmes aux yeux. Nous n'avons nulle part où vivre. Est-ce ma responsabilité ? Demandai. Aurora, tu as 45 ans. Leonardo en a 42. Ils ont tous les deux des diplômes universitaires et un emploi. S'ils ne peuvent pas se permettre un appartement avec 2 salaires de professionnels, ce n'est pas mon problème. Dit doucement dona Lucia. Aurora, ma chère, pourquoi ne peux-tu pas te permettre ton propre appartement ? Que fais-tu de ton argent ? Aurora et Leonardo échangèrent un regard, et je vis le moment précis où ils comprirent qu'ils allaient devoir admettre la vérité sur leur mode de vie. Oui, c'est compliqué, murmura Aurora. Ce n'est pas compliqué, dis-je en prenant un autre dossier. C'est très simple. J'ouvris le dossier et commençai à lire les dépenses documentées par l'inspecteur. Restaurant Ouro Preto, $300 le dîner, 3 fois par semaine pendant 6 mois. Pendant que je payais leur appartement, leurs factures, leur assurance maladie et leurs dettes de carte de crédit, ils dépensaient leur propre salaire en luxe.
Nous méritons une belle vie, hurla Aurora, complètement hors de contrôle. Nous travaillons dur. Nous n'allons pas vivre comme des pauvres. Ce n'est pas parce que tu n'as jamais appris à apprécier l'argent. Le silence qui suivit fut différent. Ce n'était pas. C'était le choc, c'était le dégoût. J'ai vu chaque personne dans la salle assimiler ce qu'Aurora venait de révéler sur sa véritable nature. Aurora, dit lentament dona Lúcia. Tu viens de dire que ta mère, qui a cumulé 2 emplois pendant des années pour payer tes études, n'a jamais appris à apprécier l'argent? Oui, cria Aurora, complètement perdue dans sa rage, vivant toujours comme une martyre, se lamentant toujours sur son manque d'argent, mais ne faisant jamais rien pour améliorer sa situation. Comme faire des doubles journées? Demandai-je calmement. Ça ne compte pas. Comme vendre les bijoux de ma mère pour payer tes études? C'était il y a des années. Comme hypothéquer ma maison pour couvrir tes frais médicaux quand tu es tombé malade en 2e année? Les mères sont censées faire ça. La mère de Leonardo se leva brusquement. Ça suffit, Leonardo. On se'n va. Maman attends. Leonardo tenta de l'arrêter. Non, je ne vais pas rester là à écouter cette femme insulter la personne qui a payé ta vie de luxe pendant que tu m'as menti sur ses problèmes financiers. Elle s'adressa directement à moi. Donna d'Alba, je m'excuse pour le comportement de mon fils. Nous n'étions pas au courant. Je sais, répondis-je. C'est pour ça que j'aurais aimé que tu sois là. Aurora se tourna vers les parents de Leonardo. Tu ne peux pas partir. Nous avons besoin de ton aide. Nous n'avons nulle part où vivre. Le père de Leonardo la regarda avec un mélange de dégoût et de déception. Aurora, tu as 2 options. Tu peux prendre un appartement que tu peux te permettre avec ton salaire, ou tu peux chercher un petit boulot comme ta mère l'a fait pendant des années. Mais ça veut dire vivre comme quoi? Demanda dona Lúcia. Comme les gens normaux, murmura Aurora. Et en ces 3 mots, elle révéla tout ce qu'il y avait à dire sur sa vision du monde. Leonardo tenta une dernière tactique désespérée. D'Alba, soyons raisonnables. Nous pouvons trouver un accord, peut-être une réduction du soutien, en attendant de trouver une solution. Non, dis-je simplement, nous ne négocierons pas. Nous ne conclurons pas d'accord. Je ne réduirai rien, car il n'y a rien à réduire. Le soutien financier a pris fin définitivement. Tu ne peux pas faire ça. Cria Aurora. Je l'ai déjà fait. J'ai attrapé le dernier dossier, le plus important. Ce dossier contient mon Nouveau Testament. Il contient également une déclaration légale d'indépendance financière mutuelle. À partir d'aujourd'hui, Aurora, tu n'as aucun droit légal à attendre de moi un soutien financier. Qu'est-ce que cela signifie? Demanda Leonardo d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Tout ce pourquoi j'ai travaillé pendant 70 ans va maintenant à des associations caritatives qui aident vraiment les personnes dans le besoin, et non à des personnes qui le réclament. Aurora s'effondra sur sa chaise, pleurant de manière incontrôlable, mais ce n'étaient pas des larmes de douleur émotionnelle, mais des larmes de panique financière. Ce n'est pas fini, murmura Leonardo. Nous allons nous battre juridiquement. Vas-y, dis-je. Docteur Ricardo se fera un plaisir de me représenter, et cette réunion est officiellement enregistrée par un notaire. Donna Emilia l'a senti depuis son coin, où elle avait pris des notes officielles tout au long de la conversation. Toute bataille juridique ne fera que révéler publiquement qui vous êtes. Pour la première fois de la soirée, Aurora m'a regardé droit dans les yeux. Et ce que j'y ai vu n'était pas la fille que j'avais élevée. C'était une étrangère qui portait le masque de ma fille depuis des années. « Je te déteste », a-t-elle murmuré. « Je sais », ai-je répondu. « Tu l'as démontré très clairement. » Et à cet instant, alors que je regardais Aurora et Leonardo rassembler leurs affaires pour partir, j'ai compris que la nuit de vérité avait révélé quelque chose que j'avais nié pendant des décennies. Ma fille ne m'avait jamais aimé, elle n'avait aimé que ce que je pouvais lui donner. Mais pour la première fois de ma vie, c'était normal, car j'avais enfin appris à m'aimer davantage que l'illusion d'être une mère aimée. 3 jours après la réunion de famille, mon téléphone a sonné à 7 heures du matin. C'était Donna. Lucia, la voix transpirante et altérée. D'Alba, tu dois savoir ce qui se passe. Aurora raconte une version complètement différente de ce qui s'est passé l'autre jour. Laquelle? Elle dit que tu as eu un épisode psychiatrique, que tu l'as agressé sans raison, que tu souffres de démence sénile et que ta famille doit intervenir pour te protéger de toi-même. Je me suis lentement assise dans ma cuisine, une tasse de café chaud à la main. Où dit-elle ça? Partout, d'Alba. Au travail, dans le quartier, il est même allé parler au père Joao à l'église. Elle construit un récit où tu es la victime de ton propre esprit et où elle est la fille inquiète qui essaie de te sauver. C'était exactement ce à quoi je m'attendais. Aurora n'avait rien appris de la confrontation.
Au lieu de réfléchir à son comportement, elle avait décidé de redoubler d'efforts pour manipuler la situation à son avantage. « Madame Lucia, pourriez-vous venir chez moi ce matin? Il y a quelque chose que je dois vous montrer. » 1 heure plus tard, Madame Lucia était assise dans mon salon, tandis que je préparais une courte présentation à la télévision. J'avais numérisé tous les enregistrements, documents et photos. « Je vais vous montrer quelque chose, mais je veux que vous me promettiez de le garder confidentiel jusqu'à ce que je décide quoi faire de ces informations. » Madame Lucia le sentait, même si elle semblait nerveuse. J'ai commencé par les enregistrements les plus récents, la conversation où Aurora expliquait ouvertement comment me manipuler pour de l'argent. Puis les photos de la détective montrant ses dépenses extravagantes pendant que je payais ses besoins essentiels. « Mon Dieu !» murmura Madame Lucia. Je ne savais pas qu'elle était aussi calculatrice. Vous allez maintenant entendre ce qu'elle pense vraiment de ceux qui l'ont soutenue pendant des années. J'ai fait écouter un nouvel enregistrement qu'Augusto avait obtenu 2 jours après la réunion de famille. Aurora parlait au téléphone à une amie, décrivant précisément comment elle comptait gérer la situation. La vieille dame perd la tête, dit clairement la voix d'Aurora dans les haut-parleurs. Mais j'ai des témoins de son comportement erratique. Leonardo a enregistré une partie de son accès de colère l'autre jour. Que allez-vous faire? A demandé la voix de son amie. Je documenterai chaque interaction avec elle. Je démontrerai qu'elle représente un danger pour elle-même. Et quand j'aurai suffisamment de preuves, je déclarerai l'incapacité mentale. Mais n'avez-vous pas dit que l'avocat avait refusé de vous aider? Ce vieil avocat est de son côté, mais il y en a d'autres. D'autres qui comprennent que les enfants adultes ont des droits lorsque leurs parents vieillissent. Donna Lucia m'a regardée, complètement choquée. D'Alba, c'est monstrueux. Attendez, ce n'est pas tout. L'enregistrement continuait avec Aurora, expliquant toute sa stratégie. Elle contacterait les services sociaux, affirmant que je représentais un danger pour moi-même, recueillerait les témoignages de voisins concernant mon comportement erratique et présenterait mon retrait de soutien financier comme une preuve de démence. Et une fois que j'aurai un pouvoir légal sur ses finances, poursuivait Aurora dans l'enregistrement, je pourrai revenir sur toutes ces décisions stupides qu'elle a prises. À la fin de l'enregistrement, Donna Lucia pleurait. Je vais donner ma version des faits. La différence, c'est que ma version est étayée par des preuves. Que vous avez coupé tout soutien financier sans raison, que vous les avez laissés sans abri, que vous avez des épisodes de confusion et que vous pourriez avoir besoin d'une aide médicale. J'ai sorti ma tablette et lui ai montré les mêmes enregistrements que j'avais montrés à Donna Lucia. Le père Joao écoutait dans un silence complet. J'ai vu son expression passer de l'inquiétude à l'horreur. « C'est impossible », a-t-il murmuré. « Père, j'ai des documents pour chacune de mes déclarations. Cela a été enregistré par un enquêteur professionnel. Pourquoi avez-vous engagé un enquêteur? Parce que pendant des mois, j'avais senti que quelque chose n'allait pas dans la façon dont Aurora me traitait, mais je n'arrivais pas à le cerner. Maintenant, je sais que mon instinct était bon. Je lui ai montré les documents financiers, les photos de dépenses extravagantes et les transcriptions de conversations où Aurora avouait ouvertement sa manipulation. Père Joao, je veux que vous compreniez quelque chose. Je ne fais pas ça pour blesser Aurora. Je le fais pour me protéger d'elle. Que voulez-vous dire? Aurora envisage d'utiliser les institutions religieuses, sociales et juridiques pour prendre le contrôle de ma vie. Elle monte un dossier d'incapacité mentale entièrement basé sur des mensonges. Je lui ai montré les enregistrements les plus récents, où Aurora décrit sa stratégie pour me déclarer mentalement incapable. Le père Joao a enlevé ses lunettes et s'est frotté les yeux. D'Alba. C'est vrai, je ne sais pas quoi dire. Dis la vérité. La vérité, père. Quand on me demande de mes nouvelles, dis la vérité. Mon arrêt suivant fut la maison de quartier, où Aurora avait discuté avec des voisins. J'ai trouvé plusieurs femmes de mon âge qui se disputaient à voix basse. De quoi parlez-vous? Ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. D'Alba, nous nous inquiétons pour vous, a dit Donna Maria. Aurora nous a raconté ce qui s'était passé. Elle dit que vous êtes très perturbée et que vous avez besoin d'aide. Qu'a-t-elle dit exactement? Que vous les avez agressés, elle et Leonardo, sans raison. Que vous les avez jetés dehors en hurlant. Que vous avez annulé des factures importantes, sans vous souvenir pourquoi. J'ai poussé un profond soupir. Puis-je vous montrer quelque chose? Avec mon téléphone, je leur ai montré des extraits des enregistrements. Pas toutes les preuves. Ce serait assez dévastateur, mais suffisant pour qu'ils comprennent que le récit d'Aurora comportait de graves failles. Mais pourquoi mentirait-elle sur un sujet pareil? A demandé l'une des femmes. Parce qu'elle essaie de prendre le contrôle légal de mes finances, a-t-elle répondu sans détour. Et pourquoi a-t-elle besoin de se justifier?
Parce qu'une femme de 70 ans a décidé de cesser de financer le train de vie luxueux de sa fille adulte. Je leur ai montré les notes de frais, les dîners coûteux, les achats extravagants, les clubs exclusifs, tout cela payé indirectement par moi, tandis qu'Aurora et Leonardo dépensaient leur propre salaire en luxe. Saviez-vous que pendant 6 mois, j'ai entièrement payé l'appartement d'Aurora, les charges, l'assurance maladie et les dettes? Saviez-vous que pendant cette même période, elle ne m'a pas appelé une seule fois pour prendre de mes nouvelles? J'ai vu leurs expressions passer de l'inquiétude pour mon bien-être mental à la compréhension qu'ils avaient été manipulés. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Dalba? Je continuerai à vivre dignement et je veillerai à ce que toute personne qu'Aurora tentera de manipuler ait accès à la vérité. Ce soir-là, Augusto m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle. Donna Dalba, Aurora a engagé son propre détective privé. Pourquoi faire? Pour documenter votre comportement erratique. Elle enregistre également ses conversations téléphoniques avec vous. Oh, c'est intéressant. Ne vous inquiétez pas, Augusto, je n'ai rien à cacher. Chacune de mes actions est étayée par des preuves et des documents juridiques. Si Aurora veut enregistrer mes conversations, tant mieux. Cela ne fera que prouver davantage que je suis mentalement compétente et émotionnellement stable. Que voulez-vous que je fasse? Je veux que vous documentiez tout ce qu'elle fait, chaque personne à qui elle parle, chaque mensonge qu'elle dit, chaque tentative de manipulation du récit, car dans une bataille juridique officielle, je veux des preuves complètes de sa campagne de diffamation. À la fin de la semaine, il est devenu évident qu'Aurora avait sous-estimé son adversaire. Elle s'attendait à ce que je réagisse avec émotion, que je me défende avec acharnement, que je révèle l'instabilité mentale qui la guettait. Pour documenter. Au lieu de cela, elle avait trouvé une femme de 70 ans qui avait appris à utiliser la même froideur calculatrice qu'elle utilisait depuis des années. Et tandis qu'Aurora mentait, ce qui nécessitait encore plus de mensonges pour être maintenu, j'ai simplement dit la vérité, une vérité étayée par des documents irréfutables. L'exposition publique ne visait pas seulement à révéler la personnalité d'Aurora. Il s'agissait de démontrer que la manipulation systématique ne fonctionne que lorsque la victime ne documente pas tout. Et j'avais tout documenté. Mardi matin, exactement 2 semaines après la réunion de famille, j'ai reçu un appel du docteur Ricardo qui allait tout changer. Dalba, vous devez venir à mon cabinet immédiatement. Aurora vient de déposer une requête officielle pour la déclarer mentalement incapable. Quand? Here. J'ai une copie de tous les documents. Elle a également déposé une demande de garde temporaire de ses finances jusqu'à la fin de l'évaluation psychologique. Je suis arrivé au cabinet du docteur Ricardo 1 heure plus tard. Les documents étaient étalés sur son bureau, comme la preuve d'une bataille enfin officiellement engagée. Quels arguments utilise-t-elle? J'ai demandé, étonnamment calme. Elle dit que vous avez un comportement erratique et irrationnel, que vous avez pris des décisions financières importantes sans consulter votre famille, que vous êtes paranoïaque et hostile. Elle a également présenté les déclarations de voisins, qui auraient observé votre comportement inquiétant. Le docteur Ricardo m'a montré les déclarations sous serment. 5 personnes du quartier avaient signé des documents attestant de mon état de confusion ou d'agitation ces dernières semaines. Reconnaissez-vous ces noms? Je les ai lus attentivement. 3 d'entre eux étaient des personnes à qui je parlais rarement. Les 2 autres étaient des connaissances d'Aurora. Docteur Ricardo, s'est inventé. Aurora a convaincu ces personnes de signer des déclarations basées sur sa version déformée des faits. Je sais, mais légalement, nous devons répondre. Le juge a fixé une audience préliminaire à vendredi. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous avons 3 jours pour préparer une défense complète. Nous avons besoin d'une attestation médicale de votre capacité mentale, de documents attestant de votre stabilité financière et des témoignages de personnes capables de réfuter les allégations d'Aurora. Cet après-midi-là, j'ai entamé le procès le plus important de ma vie. Je ne me battais pas seulement pour mon argent ou mes biens. Je me battais pour mon droit fondamental à contrôler ma propre existence. Je me suis d'abord rendu au cabinet du docteur Carlos Alberto, mon médecin de famille depuis 10 ans. J'ai expliqué la situation et demandé une évaluation psychologique complète. Dalba, c'est ridicule, m'a-t-il dit après avoir examiné les documents juridiques. Votre état mental est excellent. En fait, pour une femme de votre âge, vous avez une acuité mentale extraordinaire. Docteur, j'ai besoin d'un document officiel. J'ai passé les 2 heures suivantes à subir des évaluations, des examens cognitifs, des tests de mémoire et des évaluations de prise de décision. Tous les résultats étaient catégoriquement normaux. Puis-je vous demander quelque chose, Dalba? A demandé le médecin en remplissant les formulaires. Bien sûr. Pourquoi votre fille fait-elle cela? Parce que, d'après cette évaluation, il n'y a absolument aucun fondement médical pour une déclaration d'incompétence.
Parce que, docteur, Aurora n'a jamais compris la différence entre une mère folle et une mère qui prend une décision qui ne me plaît pas. Mon prochain arrêt a été la banque. J'avais besoin d'une preuve officielle de mes compétences financières. Donna Maria, la directrice, m'a accueilli avec inquiétude. Donna d'Alba, j'ai entendu des rumeurs de problèmes juridiques. Dois-je m'inquiéter de quoi que ce soit? Donna Maria, j'ai besoin que vous prépariez un rapport complet de toutes mes activités financières des 5 dernières années. Je veux documenter chaque décision d'investissement, chaque transaction, chaque mouvement d'argent. Pourquoi faire? Pour prouver qu'une femme qui a géré ses finances avec succès pendant des décennies n'a pas développé d'incompétence mentale du jour au lendemain. Le rapport préparé par Donna Maria était impressionnant. Il témoignait d'années de décisions financières cohérentes et prudentes, d'investissements judicieux, de dépenses responsables et d'une croissance régulière de ses actifs. Donna d'Alba, a déclaré Donna Maria après avoir tout examiné. Vous gérez vos finances mieux que 90% de nos clients. Si l'affaire est portée devant les tribunaux, vous aurez ma déclaration complète. Mercredi, Augusto m'a apporté des informations qui ont complètement changé ma stratégie. Madame d'Alba, j'ai des nouvelles intéressantes concernant le détective privé engagé par Aurora. Quel genre de nouvelles? Il s'avère qu'il documente également le comportement d'Aurora, et ce qu'il voit ne lui plaît pas. Augusto m'a montré un rapport préliminaire obtenu par des contacts professionnels. L'enquêteur d'Aurora avait conclu qu'elle essayait de manipuler des preuves et de fabriquer des déclarations. Serait-il prêt à témoigner? Il a déjà proposé. Il dit qu'en 20 ans de carrière, il n'a jamais vu quelqu'un travailler aussi dur pour monter un faux dossier. Jeudi soir, la veille de l'audience, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Leonardo. D'Alba, il faut qu'on parle. De quoi? Pour arrêter ça avant que ça n'aille trop loin. Ce n'est pas moi qui ai commencé, Leonardo. C'est toi qui l'as commencé. Écoute, on peut peut-être trouver un compromis. Aurora est prête à accepter une réduction de son soutien financier. Disons, juste l'appartement et l'assurance maladie. En échange de quoi? Du retrait de la requête en justice. Leonardo, tu crois vraiment que je vais négocier un chantage juridique? Ce n'est pas du chantage, c'est pour résoudre des problèmes familiaux. Si Aurora veut résoudre ses problèmes familiaux, elle peut commencer par retirer une requête légale entièrement fondée sur des mensonges. Leonardo resta silencieux un instant. De quoi parlez-vous? Je vous dis que depuis 2 semaines, j'ai documenté chaque mensonge d'Aurora, chaque personne qu'elle a manipulée et chaque tentative de fabriquer des preuves contre moi. Si l'affaire est portée devant les tribunaux, toutes ces informations seront rendues publiques. Exagérez-vous? J'exagère, Leonardo. J'ai des enregistrements d'Aurora avouant avoir fabriqué des preuves. J'ai des déclarations de personnes qu'elle a tenté de soudoyer pour qu'elle signe de fausses déclarations. J'ai des documents attestant de chaque centime dépensé en luxe, tout en me présentant comme la mère cruelle qui vous a abandonné. Une respiration haletante résonna à l'autre bout du fil. Si l'affaire est portée devant les tribunaux, continuai-je. Non seulement je prouverai que je suis mentalement compétente, mais je prouverai aussi qu'Aurora est une manipulatrice systématique qui a maltraité émotionnellement sa mère pendant des années. Vous ne pouvez pas faire ça. Je l'ai déjà fait. Tout est documenté et prêt à être présenté demain. Vendredi matin, je suis arrivé au tribunal, vêtu de mon plus beau costume noir. J'avais 3 dossiers remplis de preuves à la main, accompagnés du docteur Ricardo et de 2 experts. Aurora et Leonardo étaient de l'autre côté du couloir avec leur avocat, un jeune homme qui semblait mal à l'aise avec l'affaire. Lorsque le juge a appelé l'affaire, tout a basculé très vite. Votre honneur, a commencé le docteur Ricardo. Le plaignant a déposé une requête fondée sur des allégations totalement inventées. Nous demandons son rejet immédiat et une enquête sur les fausses déclarations présentées au tribunal. Des preuves? A demandé le juge. Le docteur Ricardo a présenté le rapport médical, l'évaluation psychologique, les documents financiers et les enregistrements d'Aurora, reconnaissant sa manipulation. J'ai vu le visage de l'avocat d'Aurora perdre ses couleurs en écoutant les enregistrements. Votre honneur, a-t-il murmuré nerveusement. Je demande une suspension d'audience pour consulter mon client. Refusé, le plaignant a une réponse à ses preuves. Aurora s'est levée en tremblant. Ces enregistrements ont été obtenus illégalement. Ont-ils été obtenus dans des lieux publics? Demanda le juge au docteur Ricardo. Oui, votre honneur. Dans les restaurants et les lieux publics où il n'y avait aucune attente de confidentialité. Donc, ils sont recevables. Autre chose, mademoiselle Aurora? Aurora regarda son avocat, qui lui conseillait clairement d'abandonner. Votre honneur, dit-elle, je retire enfin la requête.
Retirez-vous également les fausses déclarations que vous avez présentées comme preuve? Aurora baissa la tête. Oui, très bien. L'affaire est classée. Et, mademoiselle Aurora, considérez ceci comme un avertissement officiel concernant la présentation de faux documents devant ce tribunal. Lorsque nous avons quitté la salle d'audience, Aurora et Leonardo sont partis immédiatement, sans un mot. Que se passe-t-il maintenant? Demandai-je au docteur Ricardo. Vous pouvez vivre en paix. Aurora n'a plus aucun motif légal de vous importuner. Et après ce qui s'est passé aujourd'hui, aucun avocat sérieux ne prendra en charge une affaire similaire. Cet après-midi-là, seule chez moi, je me suis assise dans mon salon et j'ai examiné les dossiers qui contenaient toutes les preuves. Je n'en avais plus besoin. La bataille était terminée. Mais plus important encore que de remporter la bataille juridique, j'avais gagné quelque chose que je pensais avoir perdu à jamais. Le droit de vivre ma vie comme je l'entendais, sans reproche, sans manipulation et sans l'obligation de financer le respect qui aurait dû être gratuit. Le coup fatal n'avait pas été porté à Aurora. Il avait été porté à la version de moi-même qui avait accepté d'être traitée comme inférieure à ce que je méritais. Et cette version de moi-même n'existe plus. 6 mois après l'audience, je suis assise sur le porche de ma nouvelle maison. Elle n'est ni grande, ni luxueuse, mais elle est à moi, entièrement à moi. J'ai payé intégralement avec l'argent que j'ai dépensé pendant des années pour entretenir le train de vie luxueux d'Aurora. Ce matin, j'ai reçu une lettre, non pas d'Aurora. Elle ne m'avait pas contactée depuis la date du procès, mais du docteur Ricardo. Il m'informait qu'Aurora avait tenté de contester mon testament par l'intermédiaire d'un autre avocat. La tentative a été immédiatement rejetée. Apparemment, après ce qui s'est passé à l'audience, sa réputation juridique est tellement entachée qu'aucune affaire liée à la capacité mentale n'est crédible si elle émane d'elle. Je suis surprise de voir à quel point cette nouvelle m'affecte peu. Il y a 1 an, toute action en justice d'Aurora m'aurait rempli de panique et de culpabilité. Aujourd'hui, cela ne fait que confirmer ce que je savais déjà. Elle ne cessera jamais de considérer mes ressources comme siennes de droit. Donna Lucia vient me rendre visite chaque semaine. Hier, elle m'a annoncé qu'Aurora et Leonardo avaient emménagé dans un petit appartement en périphérie de la ville, un logement qu'ils peuvent se permettre avec leur propre salaire. Elle m'a aussi confié qu'Aurora racontait à qui voulait l'entendre que j'étais une mère dénaturalisée qui avait abandonné sa famille. « Ça ne vous dérange pas qu'elle dise ça ?» a demandé Donna Lucia. Donna Lucia, pendant 70 ans, je me suis inquiétée de ce que les gens penseraient de moi. J'ai tant essayé d'être la mère parfaite, la femme parfaite, celle qui ne cause jamais de problème. Et vous savez ce que j'ai obtenu? Quoi? Une fille qui me méprisait, mais qui attendait de moi que je finance sa vie pour toujours. J'ai appris quelque chose de fondamental ces derniers mois. Les personnes qui me connaissent et me respectent vraiment n'ont pas besoin d'explications sur mes décisions. Et celles qui me jugent sur la base des ragots d'Aurora ne me connaissent pas vraiment. Le mois dernier, j'ai commencé à faire du bénévolat dans un refuge pour femmes âgées abandonnées par leur famille. C'est bouleversant, mais aussi libérateur, d'entendre des histoires similaires à la mienne. Des femmes qui ont tout donné à leurs enfants et qui ont été récompensées par la négligence, la manipulation ou la violence psychologique. Comment avez-vous surmonté cela? M'a demandé une femme de 65 ans, dont le fils l'avait abandonnée au refuge après avoir vidé son compte en banque. J'ai arrêté de confondre amour et transaction. Ai-je répondu. J'ai arrêté de croire qu'être une bonne mère signifiait accepter d'être maltraitée. Maria, de la banque, est aussi devenue une amie inattendue. La semaine dernière, nous avons déjeuné ensemble et elle m'a dit quelque chose d'intéressant. Dalba, savais-tu qu'Aurora est venue à la banque le mois dernier? Pourquoi? Elle voulait savoir s'il y avait un moyen d'accéder aux comptes que vous déteniez à son nom. Lorsque nous lui avons expliqué que ces comptes avaient été définitivement clôturés, elle a demandé s'il y avait un moyen de rouvrir l'enquête sur sa capacité mentale. Que lui as-tu dit? Nous lui avons dit qu'après le rapport que nous avons remis au tribunal, toute remise en question de sa capacité financière serait considérée comme du harcèlement. C'est fascinant de voir comment Aurora continue de croire qu'elle peut inverser les conséquences de ses actes si elle trouve la bonne tactique, comme si le problème était qu'elle n'avait pas trouvé la bonne façon de gérer la situation, et non que la situation elle-même était irréversible. Augusto, l'inspecteur, est maintenant mon ami. Va-t-elle essayer autre chose? M'a-t-il demandé en installant les caméras. Augusto. Aurora est comme une toxicomane, mais au lieu de se droguer, elle est accro à obtenir des choses sans effort. Les toxicomanes ne s'arrêtent que lorsque les conséquences deviennent plus douloureuses que de continuer à essayer. Et pensez-vous que nous en soyons arrivés là? Je ne sais pas, mais maintenant je suis prêt à tout ce qu'elle essaie. Le père Joao est venu me rendre visite le mois dernier. Il voulait s'excuser d'avoir cru l'histoire d'Aurora. Dalba, j'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé. Comment ai-je pu passer à côté des signes? Père, Aurora est très douée.
Elle a eu des décennies pour perfectionner sa capacité à manipuler les perceptions des gens. Lui pardonnerez-vous un jour, père? J'ai passé ces derniers mois à y réfléchir beaucoup. Je ne peux pas pardonner à quelqu'un qui ne reconnaît pas avoir fait quelque chose de mal. Aurora ne croit pas m'avoir blessée. Elle croit que j'ai pris des décisions irrationnelles qui l'ont blessée. Cela signifie qu'il n'y aura jamais de réconciliation. Cela signifie que toute réconciliation exigerait qu'Aurora reconnaisse des décennies de manipulation et de violence psychologique. Et d'après tout ce que je sais d'elle, c'est extrêmement improbable. La semaine dernière, j'ai reçu un appel de l'avocat de Leonardo. Apparemment, ils ont depuis lors de graves problèmes financiers. Ils n'ont plus accès à mon argent. L'avocat voulait savoir si j'étais prêt à envisager une pension alimentaire minimale en échange de la signature par Aurora d'un document promettant de ne plus jamais remettre en question mes capacités mentales. Dites à votre client que la réponse est non, ai-je dit au médecin. L'alcool ne marche pas. La seule façon pour Aurora d'apprendre à vivre sans me manipuler, c'est qu'elle vive sans me manipuler complètement. Hier, en rangeant de vieux papiers, j'ai trouvé une photo d'Aurora à 5 ans. Nous étions au parc, elle sur les balançoires, riant sincèrement. En buvant un café sur ma terrasse, j'ai réalisé une chose surprenante. Pour la première fois depuis des décennies, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur des appels téléphoniques demandant de l'argent. Je n'ai plus peur des crises artificielles qui nécessitent mon intervention. Je n'ai plus peur d'être jugée pour avoir pris des décisions qui protègent mon bien-être. J'ai appris que la liberté ne se résume pas à l'absence de contrôle extérieur, mais à la présence d'une profonde estime de soi, suffisante pour rejeter les relations qui exigent de trahir sa propre dignité, non pas pour leur bien-être ou leur réussite, mais pour ma propre paix. J'ai prié pour avoir la force de maintenir les limites que je me suis fixées. Je me suis imposée comme une personne maltraitée. Je m'appelle Dalba Flor. Pendant 70 ans, j'ai été la mère d'Aurora. Maintenant, je suis simplement Dalba, et mon histoire ne fait que commencer. Si mon histoire vous a plu, vous pouvez me soutenir en faisant un don. Ainsi, je pourrai écrire de nombreuses autres histoires comme celle-ci. Merci d'avance. Et vous, que feriez-vous à la place de cette personne? J'aimerais beaucoup connaître votre avis, alors n'hésitez pas à l'exprimer dans les commentaires. Je suis toujours curieuse de savoir ce que vous en pensez. Oh, et dites-moi aussi où vous avez entendu cette histoire. Si vous voulez en savoir plus sur ce genre de récit, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Il y en a beaucoup d'autres qui vous attendent.